d'habitude, les solopreneurs, ils seront tendance à faire plein de choses tout seuls. Et donc, un accompagnement un peu structurant et à l'administration, ça peut les aider à sortir la tête un peu de son quotidien pour se concentrer à ce qui c'est le cœur de son business. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Hello à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui avec Orimar de nouveau. Bonjour Orimar. Bonjour Océane, merci encore. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Donc on est ensemble aujourd'hui pour se questionner un petit peu autour de la planification stratégique et tu vas nous expliquer pourquoi est-ce que cette planification, elle est essentielle même pour les solopreneurs et puis les freelances. Pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, foncez. Et ensuite, c'est le premier conseil. Non, ça on va couper. Pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore écouté l'épisode précédent, allez-y. Et en attendant, je vais demander à Orimar de se présenter de nouveau. Donc Orimar, qui es-tu? Bon, bonjour. Orimar, Yajo, j'avais pas dit comment ça se prononce mon nom de famille en français. Yadjur. Je suis née au Venezuela et je suis depuis un an ici en France. Et l'histoire, professionnellement, en fait, moi j'ai un diplôme en génie chimique. Et j'ai aussi une maîtrise en gestion des organisations. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle au Venezuela dans l'industrie sidérurgique, où j'ai travaillé pendant quelques années avant de partir pour le Canada, dû à la situation politique et économique un peu qui était pas superbe dans mon pays d'origine. Ça a été facile, cette expatriation? Non, ça m'a pris quand même quelques années pour avoir tous les documents. En fait, au moins 3 ans de préparation avant de partir. Et une fois sur place, voilà, on arrive avec 2 valises d'habitude, 1 ou 2, ce que l'avion te permet en fait. Et go, on fait notre mieux pour essayer de trouver ce qui nous plaît et ce qui nous permet de vivre aussi. Donc, j'ai eu vraiment la chance d'être bien entourée, bien accompagnée et ça m'a permis d'avoir un emploi assez rapidement à mon arrivée. Et justement, en arrivant au Canada, donc, j'ai travaillé avec un organisme qui aidait supporter les entreprises, les PME, surtout les petites entreprises, les moyennes entreprises, à mettre en place des projets d'innovation. Donc, c'est comme ça que mon expérience donc se concentre vraiment sur tout ce qui est gestion de projet et planification stratégique. Et bon, au bout du temps, j'ai eu l'idée en fait d'ouvrir mon entreprise. J'avais cette idée en tête. Et en arrivant en France, j'ai concrétisé donc ces projets avec mon entreprise, dont la mission c'est vraiment d'accompagner les organismes ou les entrepreneurs en fait à mettre en place des projets, à mettre ces idées en projets actionnables qui vont permettre en fait de décroître en fait. Ouais. D'accord. Donc tu accompagnes autant les porteurs de projets, les futurs entrepreneurs qui ont besoin un peu de structurer peut-être leur activité avant de se lancer, que des personnes qui sont déjà à leur compte, déjà en place. Tu parles d'organismes, donc des sociétés. Ça peut être des entreprises, ça peut être des solopreneurs qui ont besoin d'un peu de support. Voilà. Et l'accompagnement, en fait, ça se fait en support soit administratif, soit stratégique, soit au niveau de la gestion de projet. D'accord.
Est-ce que tu as d'ailleurs il y a un aspect que tu préfères par rapport à d'autres? Peut-être, un accompagnement au niveau, administratif, ça peut être, un accompagnement au niveau de la facturation, de la fluidification de l'équipe, commerciale et de ses process. Est-ce qu'il y a un aspect qui te Ben, en fait, c'est très bien, hein, que tu le ramènes. La partie administrative, ça peut être surtout, quand tu as besoin de déléguer certaines choses que tu as pas le temps de voir et de donner les structures, comme tu l'as dit tout à l'heure. D'habitude, les solopreneurs, ils auront tendance à faire plein de choses tout seuls. Et donc, un accompagnement un peu structurant et à l'administration, ça peut les aider à sortir la tête un peu de son quotidien pour se concentrer à ce qui c'est le cœur de son business, en fait. Mmh. Sinon, moi, j'aime beaucoup commencer par la partie stratégique, puis on aura le temps d'en approfondir. Parce qu'à partir de que tu as vraiment une vision claire de ce que tu veux faire avec ton business, ben, il y a beaucoup de choses qui vont déclencher là-dessus. Donc, pour moi, je n'ai pas de préférence, là, mais je dirais que ça, c'est le cœur de toute organisation, en fait. Euh, Et pourquoi justement est-ce que tu penses que cette planification stratégique, elle est essentielle pour, tous les entrepreneurs aujourd'hui? Ben, exactement. Ça va te permettre, en fait, de te donner la vision, une vision claire de où est-ce que tu veux aller avec ton projet. OK? Ton projet, ton business. Et en ayant ça très clair, tu vas pouvoir prendre les décisions correctes, pour, justement y arriver. Donc, on revient au profil de l'entrepreneur qui veut tout faire et d'habitude, ils sont pas le temps de sortir la tête de son quotidien. Donc, cette notion de vision est pas super claire. C'est pas juste la vision, là, on va en parler, mais c'est important de savoir clairement où est-ce que tu veux aller et pour pouvoir prendre les décisions correctes. Donc, c'est essentiel, même si tu es en solo, que tu puisses définir c'est quoi en fait, c'est quoi ton envie, c'est quoi ce que tu veux changer avec ton projet. Mmh. Est-ce qu'il y a une méthode en particulier? Là, admettons, je suis solopreneur, je suis solopreneuse, je t'appelle, Orimar, parce que justement j'ai beaucoup de choses à gérer et l'aspect commercial, donc la prospection et la gestion de mes clients, leur fidélisation et la facturation à gérer, enfin voilà, tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a une méthode en particulier? Ben, en fait, c'est sûr que dans ces cas-là, on va commencer par faire un petit diagnostic en fait de tout ce que tu es en train de faire à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est prioritaire pour toi? Puis encore une fois, je reviens à l'importance de savoir où est-ce que tu veux t'en aller parce que là, ça va te permettre de décider comment est-ce que tu vas gérer ça. Parce que c'est sûr qu'il faut tout ce que tu as nommé, il faut que tout soit fait dans une organisation, en fait. Donc là, tu vas prendre la décision. Est-ce que ça, c'est quelque chose que je vais déléguer? Est-ce que ça, c'est quelque chose que je vais garder pour moi parce que ça fait partie du core business? Est-ce que c'est quelque chose que, en fait, je peux faire un peu plus tard? Ça, donc, il faut vraiment poser un diagnostic au début pour dire, OK, là, on se trouve où? Et on travaille aussi où est-ce qu'on veut s'en aller pour pouvoir avancer. Et qu'est-ce qui drive en général justement les solopreneurs ou les freelances? Qu'est-ce qui les emmène, enfin qu'est-ce qui les appelle à justement faire appel à toi? C'est, la surcharge mentale et à un moment donné, ils viennent te voir en se disant: «J'ai besoin de déléguer» ou, «J'ai envie de scaler» comme on dit, donc de gagner plus d'argent, enfin Ben, ça peut être un peu les 2. Moi, je dirais que, la tendance, ça serait à: «OK, là, je suis débordée et j'ai besoin d'avoir une aide, un support à quelque part parce que sinon je m'en sors pas». mmh Mais il y en a qui sont déjà un peu plus clairs dans tout ce qu'ils font et qui ont envie, en fait, de: «OK, comment je peux» ils se sont dit: «Aujourd'hui, je suis au max de mes capacités et j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés qui m'accompagne pour pouvoir escalader, comme tu l'as dit. Si je veux aller plus loin, si je veux monter, soit mon chiffre d'affaires ou parce que ça peut être 1000 objectifs là. Il y en a pas que ça, mais c'est sûr que le chiffre d'affaires c'est quand même important. Mais justement en priorisant ce qu'ils veulent, on dit là j'ai besoin d'un accompagnement avec qui je veux le faire. Donc voilà, ça c'est. et toi, tu accompagnes comment alors Orimar? C'est sur la durée? C'est des rendez-vous mensuels? C'est comment ça se dessine?
En fait, moi, comme je disais, j'aurais tendance plutôt à le faire comme par projet. Comme ça, on voit un ensemble d'activités, on fait les diagnostics et on pose aussi les pas suivants pour la suite. Donc, c'est plutôt je le vois plutôt comme un projet qui va avoir une date de fin et à la fin de ça, ben, on décide si on continue à collaborer sur d'autres projets. D'accord. Mhm. Donc, tu fais de l'accompagnement. Est-ce que tu fais de la délégation aussi? Si, admettons, un solopreneur voulait déléguer une partie de son administratif, est-ce que tu proposes aussi dans tes offres ce type de Oui, ça, c'est vraiment prestation? plus ponctuel, mais oui, c'est du cas par cas. Ouais. Et alors, quelles sont, selon toi, les erreurs les plus courantes? Et puis, surtout aussi, comment les éviter? OK. Ben, on parlait tout à l'heure de la vision. Donc, c'est sauter cet exercice de voir la vision de l'entreprise. OK. Et je trouve que c'est une erreur majeure parce que justement, sans cette définition, on va le dire comme ça, tu n'auras pas les nord où tu veux arriver avec ton entreprise, OK? Et quand on parle de ça, on parle pas juste de la vision, là, on parle beaucoup des valeurs parce que puis c'est pas un exercice facile là, de définir, OK, quelles sont les valeurs qui vont véhiculer toutes mes actions. Mmh. C'est difficile, hein? Et peut-être tu vas pas le savoir dans les premiers mois, tu peux pas tu as une idée, mais c'est quelque chose que tu vas construire au fur et à mesure aussi, quand tu commences à travailler avec tes clients, avec tes fournisseurs et tout. Donc, c'est sauter cet exercice. C'est une erreur parce que les gens disent, ben là, j'ai une idée en tête, c'est bon, je l'exécute. Mais si tu n'as pas vraiment une vision à long terme, ben, tout à côté peut s'écrouler, justement parce que tu vas forcément prendre une bonne décision. Donc, la solution, c'est vraiment prendre le temps, prendre du recul pour s'asseoir et dire, OK, ma vision à long terme, c'est celui-là. OK? Les valeurs que je veux véhiculer avec mon entreprise pour arriver à cette vision sont celles-ci. Encore une fois, je dis, c'est pas facile à définir, mais ça se fait. OK? Et en fonction de ça, ben, tu vas pouvoir structurer en fait tout ce qu'on va appeler les stratégies par la suite pour pouvoir arriver à cette vision. Donc, une fois que ta vision est claire, les restes, il va en fait s'adapter. Mm. D'accord. Et donc, très concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une vision? Est-ce que tu as ouais, un exemple qui te revient soit d'une entreprise pour laquelle tu as travaillé ou de quelqu'un que tu as déjà accompagné? Parce qu'une vision, ça peut être peut-être un petit peu flou pour certains, Ouais. certaines. Et j'y pense en froid comme ça. Et par exemple, si tu veux dans ta vision devenir, je vais être dans le général, par exemple, devenir un leader, par exemple, de la communication dans la région européenne. Je dis quelque chose comme ça. Mais peut-être là, on peut rajouter d'autres spécificités. Mais si tu les vois comme ça, en fait, tout ce que tu vas faire va être fait pour arriver à ça. Et c'est important de dire que la vision, en fait, c'est pas quelque chose qui change forcément dans le temps, OK? J'essaie de penser à des marques, là, j'ai comme un blanc. Mais en fait, les marques qui ont réussi, en fait, c'est parce qu'ils ont une vision à très long terme. C'est On quoi? C'est parle, 10 ans, 20 ans? c'est 20 ans, même 20 ans, 15-20 ans, OK? Parce que, ben, tu vois, donc tout ce que tu vas faire, je le répète encore, toutes les actions que tu vas prendre, ça va être en fonction de ce que tu veux être d'ici à 20 ans, OK? Ça ne veut pas dire que tu vas arriver forcément 5 ans. C'est des petits pas, ça s'est construit des petits pas justement pour arriver là-dessus. Mais c'est pas quelque chose, la vision, c'est pas quelque chose qui change dans le temps, à différence de la mission, qui peut changer. D'accord. Mhm. Et encore plus aujourd'hui, je pense, avec, justement l'IA, enfin avec des révolutions assez importantes qui bousculent Ouais. le marché du travail, plus largement. Hem
Donc, tu nous as évoqué quelle est l'erreur, en tout cas la plus Oui, courante. ça, c'était une des erreurs. Une autre erreur que je trouve qui peut nuire à tout ça, c'est l'effet de se donner trop d'objectifs ou que ton stratégie soit déclinée dans plusieurs axes, on va le dire comme ça, et que finalement, tu peux pas l'exécuter, en fait, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la stratégie, c'est quelque chose qui, on le travaille dans une période, OK? Puis on le réévalue, OK? Parce que on est un monde en changement. Donc, encore une fois, avant, les entreprises faisaient ces stratégies pour 3, 5 ans, OK? Aujourd'hui, ça, c'est moins en fait, c'est moins courant de le faire parce qu'on a une vitesse de changement tellement vite que 300, ça peut être long, en fait. Donc, ce qui est important, c'est qu'encore une fois, en gardant la vision, tu peux, en fait, faire travailler sur une stratégie particulière, un acte de ton stratégie pendant un an, OK? Et là, tu revois, OK, quels sont les résultats que j'ai obtenus par rapport à ça? Et tu peux, OK, là, est-ce que je vais arrêter là? Est-ce que je veux continuer sur cet axe? Ou est-ce que je prends un autre axe de développement dans mon stratégie? Donc, c'est plus dynamique, OK? Mais quand on choisit beaucoup trop, en fait, on se rend compte que l'exécution est pas là, en fait, parce que t'es éparpillé dans plein de choses. Et ça va être plus difficile, en fait, à la suivre, à l'exécuter et à la suivre. Donc, voilà, pour le faire, je recommanderais un max 2 axes de développement et on s'arrête là par année. Par année, d'accord. Donc, Ouais. pour toi, la stratégie, c'est vraiment quelque chose que l'on revoit de manière annuelle. Oui, à ce moment, oui, je ferais plus une révision annuelle de la stratégie parce que, comme je dis, à la vitesse qu'on marche aujourd'hui, c'est compliqué de se donner à 3 ans d'échéance, on va le dire comme ça. Donc, on part encore une vision claire et on ajuste la stratégie à chaque année. D'accord. Donc, ton cœur de métier, c'est l'approche projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Moi, j'ai en tête le fameux la gestion de projet avec Gantt. Est-ce que tu l'utilises toi aussi ou est-ce que tu as d'autres méthodes? Qu'est-ce que c'est que l'approche projet? Ben, en fait, moi, il y a plein d'outils, en fait. Aujourd'hui, tu en as 1 million d'outils qui existent, qui utilisent l'IA, bref, qui connectent, qui se parlent entre eux, que tu peux connecter. Ça peut être hyper, en fait, gênant au moment de choisir laquelle tu veux utiliser, en fait. Oui, parce qu'on a toujours ce fameux FOMO, Fear of Missing Out. On a peur de manquer quelque chose, de passer à côté d'un outil particulier qui pourrait potentiellement nous faire gagner du temps. Mais en fait, au final, on le teste et on a perdu du temps à le tester puisqu'on revient souvent à l'outil initial. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les tester, mais qu'il faut qu'on choisisse celle qui nous convient à ce qu'on veut suivre, du coup. Tu fais de la recommandation, justement, toi, suivant les entrepreneurs, les solopreneurs Moi, qui viennent te j'aime voir? moins faire ça parce que d'habitude, il y a des gens qui travaillent déjà avec ces outils et faire des gros changements au niveau de outils, ça peut être très bouleversant, en fait. Et quand tu fais un projet, tu fais déjà un changement. Donc, il faut que tu gères ces changements donc, j'aime si c'est demandé, peut-être oui, je peux faire une recommandation, mais s'il y a des outils, si ce sont des outils qui sont déjà en place, je préfère travailler avec ce qui est déjà mis en place. D'accord, Quand tu parles de l'approche projet aussi, moi, je dis qu'on est tous un petit peu des gestionnaires de projets de notre vie, en fait. Et j'aime bien voir ça, les petits projets comme comme les activités qu'on fait quotidiennement comme un projet, parce qu'on a toujours un objectif, il faut qu'on gère les ressources, il faut qu'on gère aussi les risques de tout ça, il faut qu'on l'exécute et à la fin, on fait quand même un petit bilan de tout comment ça s'est passé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit approche projet et on est tous un peu des gestionnaires de projet sans les savoir, OK? Ce qui est intéressant, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un projet, il y a un changement.
OK? Souvent, il est pas pris en compte, en fait, comment est-ce qu'on va gérer ces changements. Et on parle de projet, de gestion de gestion de personnes et qui sont les personnes, en fait, qui vont être touchées par ces nouveaux projets, par cette amélioration qui va arriver ou par, tu vois. Donc ça, il faut le tenir en compte, surtout quand on travaille dans des équipes, là, des grandes équipes, peut-être en solo, c'est moins pertinent, même si on doit s'habituer au changement que ça va revenir pour, justement pour l'exécution de ces projets-là. Mais quand on travaille en équipe, il faut vraiment tenir en compte, OK, à qui va toucher, de quelle façon on va toucher. Et ça, c'est une gestion, à part la gestion de projet, la gestion de changement qu'il faut tenir en compte. Avec l'anticipation, des onboarding, donc des nouveaux arrivants, ça c'est plutôt un travail en communication interne, j'imagine? Oui, c'est beaucoup de la communication interne et surtout de l'écoute. Il faut que, en fait, les porteurs du projet soient en contact avec les personnes qui vont être touchées par les projets. Donc, OK, anticiper quels sont les changements qui vont arriver, comment est-ce qu'ils peuvent réagir aussi à ça et les préparer aussi parce que ça se prépare. Donc, OK, là, il va y avoir des changements. Comment est-ce qu'on peut faire une transition plus douce pour qu'il y ait d'impact négatif. Donc, voilà. Comment est-ce que tu définis une vision claire pour justement éviter d'être, un peu toujours en mode urgence et d'être, dans la réaction plutôt que, justement tu le disais dans l'anticipation et dans l'action? Comment est-ce qu'on fait vraiment, pour définir une vision claire? Voilà. Bon, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais en fait, la vision, c'est vraiment où est-ce que je veux aller avec mon projet? Qu'est-ce que je veux changer? C'est peut-être un peu rêveur même. On peut le voir comme, OK, je rêve de ça. Ça, C'est presque ambitieux, en fait. oui, mais il faut que ça soit ambitieux, en Mmh. fait. Il faut que ça soit ambitieux, il faut que ça soit, c'est presque rêveur. Et du coup, c'est pour ça que je disais, il faut que ça soit aussi très attaché aux valeurs. Parce que ça se fait, en fait, ça se travaille tout ensemble. Ça se travaille la mission, la vision et les valeurs. Ça, c'est la première chose que se travaille quand tu fais une planification stratégique. C'est la première chose que tu révises. Par exemple, pour des organisations qui ont déjà ça en place. Si tu es en solo et que tu commences, ben, il faut que tu définis, en fait, comment est-ce que tu vois la vision de ton business d'ici à 15-20 ans. Parce que c'est ça. Puis il faut que ça soit ambitieux. Il faut que ça soit rêveur. C'est là où on se permet de faire ça. OK? Et attaché aux valeurs, encore une fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans à définir. C'est pas grave si c'est au début, là. Et par la suite, donc, tu l'attaches à ta mission. Ta mission est aujourd'hui un peu c'est les présents, c'est ce que tu fais, pour qui tu le fais, comment tu le fais, OK? Ça, il faut que ce soit clair et ça peut évoluer. Ça peut évoluer parce que peut-être tu vas avoir un changement de clientèle, peut-être les méthodes que tu utilisais avant, ils sont plus là, il y a d'autres choses à rajouter et ça marche pas de la même façon comme ça marchait 5 ans en arrière. C'est possible, OK? Donc, une fois que tu as ces 3 choses ensemble, ben, ta vision, en fait, une fois que tu as tes valeurs et ta mission claire, ta vision, elle commence à devenir stable. En fait, ça commence à devenir, comme tu dis, clair. Il y a pas de doute là-dessus. Et ça te permet d'être moins réactif parce que tout ce que tu vas faire, c'est pour arriver là. OK? Il faut que tu sois en veille quand même. Mmh. Et on parle beaucoup d'éveil stratégique et d'éveil concurrentiel. Il faut que tu évalues qu'est-ce qui t'arrive autour de toi. En fait, qu'est-ce qui arrive, les nouvelles technologies qui arrivent, les nouvelles façons, les nouvelles méthodes, les nouveaux outils, toutes. Ça, il faut que tu évalues tout ça, OK? Mais en ayant ta vision claire et définie, tu peux t'ajuster en fonction. C'est pas un mode réactif, mais tu peux anticiper tout ça parce que ta vision est Ta claire. vision, en général, c'est une phrase avec, un verbe et Oui, et il faut que ce soit facile à se rappeler, OK? Si tu travailles dans une entreprise, par exemple, si tu à la tête d'une entreprise, il faut que les personnes qui travaillent
dans l'entreprise, ils soient capables de se rappeler de ça. Donc, il faut que ça soit clair, net, OK, et que les gens l'ont en tête tout le temps, parce que ce soit facile pour eux de se rappeler. Avec un verbe en général d'incarnation du type être ou devenir, ou pas forcément? Pas forcément, mais on utilise beaucoup devenir, être, voilà. C'est un peu le pouvoir de la manifestation, mais apposé à une entreprise ou à un solopreneur. Exactement. Je n'avais pas fait le parallèle forcément, mais c'est une très bonne, Donc là, lien. tu nous donnes les définitions de mission, de vision, des valeurs et les objectifs. Donc, ils découlent à ce moment-là. En fait, oui, parce que les objectifs, justement, c'est plus terre à terre. Aujourd'hui, je définis, OK, comment je vais faire pour que la stratégie que je mets en place va m'amener petit à petit à accomplir ma mission. Ma mission, excusez-moi, je dis mission, ça va m'accomplir ma mission, OK? Va me rapprocher de ma mission. Donc, c'est pour ça que si on le voit comme une pyramide, on va dire comme ça, on a au top, on a la vision, OK? On descend un petit peu, on a la mission, oui. Après, on a les stratégies, OK? J'ai oublié les valeurs, mais bon, ils sont tous comme au top. Vision et valeurs sont comme au top. Après, on a la mission que c'est notre aujourd'hui. On a la stratégie pour que je puisse, c'est comme à la base un peu les stratégies qui va me ramener vers la vision. Et les objectifs, c'est parce que je dois être capable de mesurer qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai défini des objectifs qui soient atteignables, OK, que je peux mesurer. On appelle SMART. Donc, c'est... là, j'ai oublié l'acronyme, désolée, je l'oublie tout le temps, mais c'est atteignable, mesurable. Je vous le dois, je suis vraiment désolée, mais objectif SMART. Réalisable, Ouais. temporel. Et aussi temporaire aussi, exactement. Parce qu'il faut que je le définisse pendant un temps défini et après, je dis, OK, là, j'ai accompli cet objectif, je passe à autre chose. Donc, des objectifs donc en stratégie commerciale et des objectifs en stratégie de communication aussi. Est-ce qu'il y a d'autres types d'objectifs? D'habitude, quand de tu chiffre fais, d'affaires? en fait, quand tu fais la planification stratégique, en fait, tu te concentres sur les ressources, la communication, tout ce qui est la trésorerie, en fait, et tes ressources humaines. Ça, c'est comme les 4 piliers principaux. Les 4 piliers principaux que tu vas analyser. Et quand je parlais tout à l'heure de choisir vraiment comme une axe stratégie à développer, tu peux, par exemple, cette année, dire, on va se concentrer dans des objectifs qui sont, ou dans notre axe stratégie commerciale, on va définir les objectifs qui vont driver notre développement commercial cette année et on va faire 3 ou 4 objectifs qu'on va mesurer à tous les trimestres, par exemple. Donc, ça, c'est... Et une fois que c'est fini, on passe à autre chose. Quel est ton meilleur souvenir, Aurimar, en entreprise lors de la gestion de projet, lors d'une gestion de projet en France, au Québec? Je pense que c'est toujours l'effervescence d'un projet qui commence, en fait. De définir, OK, comment est-ce qu'on les décortique, comment est-ce qu'on les mesure aussi. Moi, j'aime beaucoup cette partie planning qui se passe au début, en fait, parce que ça donne en fait les bases pour les débuts. Et OK, là, on part sur quelque chose. Et je trouve que l'énergie, en fait, dès ces débuts de projet, c'est quelque chose qui est super. Voilà. Et est-ce que tu as déjà vécu une expérience un peu insolite, le déroulement, par exemple, imparfait d'un plan qui avait été initialement défini et qui a quand même débouché sur des résultats intéressants, ou même à l'inverse, une feuille de route, tu vois, qui soit un petit peu bancale dans une entreprise où justement il y a beaucoup de salariés, beaucoup d'employés, et qui, à l'issue, a fait naître des nouvelles opportunités derrière? Et j'ai pas une dans ma tête comme ça, là, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, les projets, les plannings c'est ça.
il va toujours arriver quelque chose qui n'était pas prévu. Il faut toujours savoir gérer les imprévus. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, tout est imparfait. Et que même si on planifie des choses pour que ça tienne la route, il y aura toujours des imprévus et il faut juste être prêt à les gérer. Voilà. D'accord, donc vraiment faire un focus finalement sur les risques potentiels. Ah oui, ça, il faut le tenir tout le temps en compte. Ouais, il faut tenir tout le temps en compte. Ça, c'est une évaluation qui se fait à chaque début de projet. OK, quels sont les risques que ça n'arrive pas et être prêt, en fait, à les accueillir. Voilà. On peut peut-être terminer cet épisode par un ou deux conseils de ta part pour un entrepreneur, un solopreneur qui est à son compte ou qui voudrait se lancer. S'il a un peu, alors soit tout à inventer ou bien s'il doit un petit peu réétudier son positionnement, quels conseils tu pourrais lui donner? Bon, j'en ai parlé beaucoup, mais définitivement, c'est poser, prendre le temps de se poser et dire, OK, qu'est-ce que je vais donner, en fait, avec ces projets-là? Où est-ce que je vais aller? Qui je veux chercher comme personne? Parce que quand tu analyses tout ça, en fait, tu vas prendre les bonnes décisions à la fin et tu vas dire, OK, là, peut-être tu as un client que tu disais, moi, j'aimerais tellement travailler avec lui et tu te rends compte qu'il est pas aligné avec ce que tu souhaites construire ou avec tes valeurs. Et tu peux dire, non, mais moi, je travaille pas, non, c'est pas le moment ou quoi. Donc, c'est vraiment de se poser, de prendre du recul, en fait, et faire cette analyse parce que ça va en fait construire le chemin pour toutes les bonnes décisions. À la fin, tu vas prendre des décisions plus éclairées. Et presque faire des décisions peut-être plus intuitives. Exactement. Aussi. Exactement, parce que ça va être tes incontournables. En fait, c'était non négociable. Donc là, tu es capable de dire, OK, non, j'y vais pas. Et c'est bien de faire ça aussi. Super. Eh bien, ça me fait penser à la marque Lacoste, qui, elle, était sur un positionnement très noble, j'ai envie de dire, parce que c'est une marque qui n'était pas accessible à toutes et tous. Elle vendait des produits relativement chers. Et en fait, il s'est avéré que avec l'essor des réseaux sociaux, on a eu au-delà de la contrefaçon, évidemment, mais il y a eu une appropriation de la classe populaire de la marque qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. Okay. Si bien qu'en fait, leur public cible, à la base, n'achetait plus la marque. Okay. Et ils ont dû retravailler ce positionnement-là. Donc, faire preuve aussi d'agilité, c'est essentiel, je suppose. Donc, on garde en tête que faire ce premier travail stratégique avec une vision ou une mission, alors une ou plusieurs missions? Non, d'habitude, c'est une mission. Tu te proposes une mission et après, tu peux avoir plusieurs canaux pour pouvoir mettre cette mission en place, en fait. Pour pouvoir une mission, des valeurs, évidemment, des objectifs, et puis une anticipation des risques et beaucoup d'agilité. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Orimar. Merci. Pour toutes ces astuces. Et puis, on se retrouve très vite sur la BHZ League. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.